J'ai intitulé le titre de mon intervention « La vérité à ses sciences ». Alors, derrière cette affirmation bien péremptoire se cache une réalité bien plus complexe du travail de l'expert judiciaire et des gendarmes scientifiques. En fait, ce matin, c'est juste un témoignage très pratique de ce que les gendarmes scientifiques font au quotidien, que je me propose de vous livrer. Crime de guerre, crime, délit. La justice juge et apporte une vérité judiciaire. Si au final, seule l'intime conviction des juges et des jurés compte, le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont rapportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui. C'est ici qu'à la barre entre en scène l'expert judiciaire, le gendarme scientifique. Entre la parole des enquêteurs et des témoins, celle des experts occupe une place singulière parce qu'elle est celle de celui qui sait. Et je limiterai ici mon propos à la criminalistique qui regroupe l'ensemble des moyens et techniques mis en œuvre par la justice, par la police, la gendarmerie, pour établir la preuve d'un crime et identifier son auteur ou ses auteurs. En réalité, au-delà de l'accumulation de moyens et de techniques, l'expert se fonde sur la science forensique et applique une démarche scientifique et des méthodes et techniques dans l'étude des traces qui prennent leur origine dans l'action criminelle. Alors tout commence par l'examen de la scène de crime où il convient de déterminer les traces pertinentes, porteuses d'informations sur les faits. C'est la première étape de la démarche scientifique. La collecte des traces et indices dépasse très très largement l'application simple de protocoles. En fait, c'est en imaginant les différents scénarios, les différentes hypothèses, que l'on va réaliser des prélèvements qui sont opportuns et adaptés. Bertillon écrivait ainsi que l'œil ne voit dans les choses que ce qu'il y regarde, et il ne regarde que ce qui est déjà dans l'esprit. J'ai ainsi en mémoire une explosion accidentelle et mortelle dans un bureau d'une roquette anti-char. L'examen de la scène immédiat du cratère, de la projection des débris, des effets de souffle, m'ont permis quasiment immédiatement d'avoir une idée de la position de la munition, de la position des victimes au moment de l'explosion. Et ensuite seulement, chaque regard, chaque examen porté dans chaque direction m'a permis de découvrir de nouveaux éléments concrets qui m'ont permis de conforter l'idée ou d'infirmer l'idée que j'avais dès le départ. Et au final, ça me permet de donner une idée et de rendre compte de ce qui a pu se produire avec le scénario le plus probable. La deuxième étape, une fois que nous avons quitté le terrain et la scène de crime, donc la deuxième étape dans la manifestation de la vérité, c'est le travail au laboratoire, à partir des prélèvements réalisés sur la scène d'infraction. C'est à la fois le domaine le plus complexe, sans doute techniquement, technologiquement, mais c'est aussi le domaine le plus normalisé. Au laboratoire, toute l'organisation est tendue vers l'obtention de résultats fiabilisés. Les équipements sont contrôlés, les méthodes d'essai sont validées, la formation des personnels est extrêmement bien encadrée, avec d'ailleurs une petite incidente sur l'expertise. L'expertise, c'est à la fois des connaissances, scientifiques de haut niveau, mais également une pratique. Et donc, dans la formation de nos experts, c'est une formation entre compagnonnage et apprentissage par leurs aînés et les gens qui ont l'expérience de l'expertise. Donc ainsi, à l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale, à Pontoise, ce sont près de 130 méthodes différentes qui sont accréditées dans une cinquantaine de domaines différents, selon la fameuse norme ISO 17025 qui s'applique au laboratoire. Évidemment, on pratique les audits internes, externes, les essais interlaboratoires qui permettent
d'attester de la confiance dans les résultats que nous rendons. Néanmoins, et nous le savons tous, cette approche normative connaît ses limites dès lors qu'il s'agit d'interpréter les résultats analytiques dans un contexte qui est toujours singulier, puisque chaque affaire criminelle, chaque cas est différent. Pour illustrer mon propos, je prendrai l'exemple de la recherche de produits accélérants dans les résidus d'incendie. Il s'agit de rechercher si des produits inflammables ont été utilisés. Donc on réalise un prélèvement de débris dans le foyer initial et on l'envoie au laboratoire pour rechercher si un produit inflammable a été utilisé. Il existe une norme qui fixe la liste des composés qui rentrent dans la composition d'un supercarburant. On applique la norme, on réalise l'analyse, on a tous ces pics dans notre chromatogramme et donc on a forcément détecté un supercarburant. Sauf que lorsqu'on brûle un plastique, forcément issu du pétrole, on retrouve également ces composés. Et donc pour lever toutes ces incertitudes et éviter de dire des bêtises, eh bien là encore, de façon très appliquée, on a développé un grand nombre d'analyses de matières plastiques brûlées, de supercarburants dégradés, pour avoir une banque de données suffisamment importante qui nous permet ensuite de conclure sur la présence ou l'absence d'un produit accélérant et donc de signer une origine, même volontaire ou pas, pour un incendie. C'est exactement ce que nous avons fait cet été sur les incendies de forêt en Gironde. De la même manière, l'amélioration des techniques d'analyse, notamment en termes de sensibilité, puisque après la recherche de traces, nous arrivons maintenant, notamment dans le domaine environnemental, à la recherche d'ultra-traces, nous oblige à être très très prudent dans l'interprétation des résultats. Détecter une molécule à l'état d'ultra-trace dans un mélange, qu'est-ce que ça veut dire? Un exemple concret, très simple. Aujourd'hui, dans tous les billets de banque que vous avez dans vos portefeuilles, tous, sauf s'ils sortent de la Banque de France, ont des traces de cocaïne. Donc pour distinguer ceux qui sont associés à un trafic de stupéfiants des autres, eh bien, on réalise une analyse poussée, quantitative des traces qui existent sur ces billets de banque et qui permettent de distinguer les billets provenant d'un trafic de ceux qui proviennent de la circulation générale avec leur niveau de contamination moyen. On peut donc ainsi lier des billets retrouvés en perquisition à un trafic de stupéfiants. Dans un autre domaine, la recherche appliquée et l'innovation sont donc toujours intimement liées au travail de l'expert. Mais je vais parler maintenant d'ADN et d'identification parce que c'est un sujet qui est majeur en matière de criminalistique. Qui a fait quoi? Et dans le passé, la rupture technologique du séquençage ADN par la méthode de Frédéric Sanger en 1977 a profondément bouleversé les modes d'identification d'un individu. Jusqu'alors, c'était le règne de l'empreinte digitale. Il suffit de mettre une paire de gants et la police technique et scientifique et la criminalistique n'y peut rien. Éviter de laisser des traces ADN est plus compliqué, d'où l'essor de l'ADN. Et donc l'ADN est devenu la reine des preuves. Et parce que sa capacité de discrimination de deux individus par leur ADN est très forte, avec des probabilités associés qui sont extrêmement élevés, et donc l'identification devient formelle. Oui, formelle certes, juste, c'est un autre sujet. Et le raccourci emprunté notamment aux États-Unis entre la présence de l'ADN d'un individu sur la scène d'infraction, la scène de crime, et la culpabilité de ce même individu a pu conduire à de dramatiques erreurs judiciaires, toujours au nom de l'ADN, reine des preuves. Et là encore, la science forensique, donc l'étude de la trace, prend toute sa place par la mise en place de méthodes de raisonnement fondées autour de l'évaluation de deux hypothèses. La première hypothèse, classiquement, est celle de l'accusation. C'est bien cet individu-là qui était présent à ce moment-là. Et la seconde hypothèse, qui est celle de la défense, qui est non, cet individu n'était pas présent. Et donc,
l'ensemble des éléments matériels que nous recueillons sur scène, que ce soit l'ADN, que ce soit tout autre type d'éléments, permettent de pondérer ce ratio entre ces deux hypothèses et de donner ainsi, de façon objective, une conclusion pondérée qui permet d'éclairer la Cour. En matière d'ADN, évidemment, au-delà de la recherche de l'ADN et de la mise en évidence de l'ADN, l'expert qui n'a pas une connaissance approfondie des transferts d'ADN, des contaminations, de la pertinence des traces, ne peut pas apporter une réponse pertinente à la Cour. Aujourd'hui, les techniques en matière d'ADN nous permettent d'aller beaucoup plus loin, notamment avec les méthodes de séquençage massif en parallèle, qui ouvrent des perspectives pour le scientifique extrêmement larges. Ainsi, le portrait robogénétique, ou de façon plus correcte, la prédiction des caractères phénotypiques d'un individu est aujourd'hui parfaitement faisable et parfaitement adaptée, acceptée par la loi. Donc il s'agit, à partir d'études statistiques, d'études de certains fragments d'ADN, de donner une orientation sur la couleur des yeux, des cheveux, des taches de rousseur, la prédisposition à la calvitie. Mais ces techniques permettent aussi, et c'est sans doute plus intéressant, d'obtenir des profils ADN à partir d'une quantité d'ADN très faible ou à partir d'un ADN dégradé. Et c'est particulièrement utile pour les colchaises, nous en parlerons plus tard. Il y a quelques semaines, par exemple, cette technique a été employée pour confirmer qu'un crâne retrouvé dans l'Ain, sur indication de l'auteur présumé, est bien celui de Marie-Thérèse Bonfanti, disparue en 1986. Alors, cet élément est crucial parce qu'il permet de conforter les aveux avec des éléments matériels et il permet également à la famille de faire son deuil, mais au moins d'avoir des réponses à sa question. On peut encore aller plus loin en matière de généalogie génétique. Alors, aux États-Unis, il y a un tueur en série en Californie, dit le tueur du Golden State, qui a été interpellé une vingtaine d'années après avoir commis ces faits, parce que son ADN a été comparé avec celui qui est présent dans les bases privées d'ADN d'Américains qui ont effectué un test ADN pour en connaître davantage sur leur ascendance. Ces fichiers privés sont accessibles par les autorités américaines et grâce à la puissance du séquençage en parallèle avec des milliers et des milliers de paires de bases qui sont séquencées, ces informations permettent d'établir des liens entre un individu et des parents jusqu'à 2e, 3e, 4e, 5e, voire 6e degré, là où en France, avec la parentèle, on s'arrête aux parents ou aux grands-parents. Et cette technique à la fois d'ADN et de généalogie permet donc d'offrir une capacité d'identification des personnes qui est exceptionnelle. Évidemment, en France, ces tests récréatifs sont interdits et néanmoins, la puissance de cet outil va nécessairement poser la question de son utilisation, notamment pour la recherche et l'identification de corps non identifiés ou de corps enterrés sous X. Là encore, nul doute que la loi tranchera ces questions éthiques sur l'utilisation et la finalité de l'exploitation des données personnelles, voire de données de santé. La vérité a donc ses sciences, incarnées par l'expert à la barre. Je reste très péremptoire comme il se doit. Elles contribuent à forger l'intime conviction de la Cour. Et elles ont d'autant plus de pertinence et de force que les juges et jurés ont déjà une bonne connaissance de la démarche scientifique et de la criminalistique. L'ouverture des laboratoires de criminalistique et la médiatisation de leurs activités, dans la limite des secrets de fabrication, si je puis dire, participent ainsi de la nécessaire médiation entre les sciences, les décideurs et le public.